Souvenez-vous, il y a quelques mois, nous parlions de Mithridate VI, le Grand, celui qui a tenu tête à la République romaine pendant plus de 25 ans, sur la première moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ. Je vous invite d'ailleurs à découvrir ou redécouvrir la vidéo présentant son royaume, celui du Pont, et également celle centrée sur ses premiers faits d'armes face aux Romains lors de la première guerre mithridatique. Mais aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la suite et la fin de ce conflit entre deux mondes. Pour commencer, faisons un petit rappel de la situation. Mithridate, après avoir installé son empire en Anatolie et autour de la mer Noire, vient chercher des poux aux Romains pour tenter de libérer le monde grec de leur emprise. Après des premiers succès en Asie mineure, le soulèvement de la Grèce elle-même est maté à Athènes, et ces deux armées, sous le commandement d'Archélaos, sont battues à Chéronée et Orchomène par le génie militaire Sylla. Contraint de signer la paix et de rendre toutes ses conquêtes, d'abandonner plusieurs royaumes vassaux comme la Cappadoce ou la Bithynie, le Basileus du Pont est courroucé. Et il est très déçu de son général Archélaos, qui s'est fait battre par 2 fois alors qu'il était en supériorité numérique. Fidèle à sa renommée, Mithridate ne s'avoue cependant pas vaincu. Il a toujours son immense empire derrière lui, et il sait la République romaine occupée sur d'autres fronts. Et d'ailleurs Sylla a d'autres chats à fouetter. Et ce statu quo rend le retour du conflit inévitable. Et c'est là que la seconde, mais surtout la troisième guerre mithridatique arrive. Nous sommes en 85 avant Jésus-Christ. La paix de Dardanos est fragile. Les provinces d'Anatolie romaine ne se sont pas remis des conquêtes pontiques, tandis que Mithridate, de son côté, lève une nouvelle armée et une nouvelle flotte, en puisant dans les nombreuses populations que compte son empire. Plus question de laisser un général le seconder. Le roi prendra personnellement le commandement de son armée. Archélaos, lui, de son côté, il a fui chez les Romains, de peur de représailles de ses échecs, et il devient même le conseiller de Murena, le gouverneur de l'Anatolie républicaine. Il va d'ailleurs alimenter chez lui la peur de Mithridate, en le convainquant qu'il s'apprête à rompre la paix. Ces derniers décident donc d'attaquer prématurément Mithridate, qui va tenter pourtant d'envoyer des émissaires et d'invoquer le traité de paix, mais les Romains l'ignorent, et ils pillent les frontières pontiques. Nous connaissons assez mal ce qui devient petit à petit la seconde guerre mithridatique, où chacun lance des raids sur le territoire ennemi, pille des petits villages, voire quelques cités, jusqu'à ce que l'opportunité se présente. Mithridate écrase les troupes romaines lors d'une bataille décisive au bord d'une rivière, en 82 avant Jésus-Christ, au cœur de l'Anatolie. Cette défaite a clairement éteint la crédibilité romaine dans la région, et la trahison du traité de paix va convaincre nombre de dirigeants d'Asie mineure que chasser les Romains d'Anatolie, c'est la prochaine étape. Comble du sort, en 78 avant Jésus-Christ, Sylla, le grand stratège qui restait la plus grande peur du roi pontique, meurt. Une coalition se forme petit à petit autour du Pont, dont le prestige est alors restauré. Tigrane II, le fils bâtard de Mithridate et roi d'Arménie, va s'allier avec son père, et ils s'entendent ensemble sur la conquête des possessions romaines. Une première guerre frontalière permet d'ailleurs à l'allié arménien de mettre la main sur la Cappadoce. Les Romains ne réagissent pas, trop occupés ailleurs. C'est en effet qu'à ce moment, un commandant romain du nom de Sertorius a lancé une immense rébellion contre le Sénat, en Hispanie, l'Espagne actuelle. Et cet homme approche Mithridate pour conclure une alliance, et il lui propose de lui envoyer des conseillers qui connaissent bien l'armée romaine pour l'aider dans sa guerre à venir. Le but, ouvrir une guerre sur 2 fronts face au Sénat. En 74 avant Jésus-Christ, un conflit d'intérêts entre Rome et le Pont dans la succession de la puissante cité de Nicomédia met enfin le feu à cet immense baril de poudre. Mithridate entreprend la conquête de la Bithynie, son ancien royaume fantoche, et pour cela, il envoie sa flotte et son armée le long des côtes. De l'autre côté, 2 anciens consuls sont chargés de mener le conflit, Marcus Aurelius Cotta et Lucius Lucinus Lucullus. Leur plan est simple,
Lucullus doit attaquer le royaume du pont par la terre, et Cotta doit lui longer la côte pour détruire la flotte pontique et maintenir le ravitaillement. Mais les deux armées sont mal coordonnées, et Cotta arrive bien trop en avance. Il se réfugie dans un port en attendant Lucullus, mais les formidables marins que sont les pontiques le prennent de vitesse et l'encerclent. Toute la flotte romaine est capturée ou détruite. Mithridate a les mains libres, et il envoie un petit détachement vers Ténédos pour bloquer l'arrivée des renforts romains et entreprend le siège de l'immense place forte portuaire de Cyzicus, une ville stratégique. Rapidement, Lucullus entre dans la région avec 3 légions, accompagnées de troupes alliées pour un total de 30 000 fantassins et 2000 cavaliers. Il détruit facilement le détachement pontique laissé en garde, qui était trop faible, et fonce ensuite sur l'armée pontique pour briser le siège de Cyzicus. Mithridate tient le siège de la ville avec une force de plus de 50 000 soldats. Des fantassins, des archers, un gros corps de cavalerie et plusieurs engins de siège. Sa flotte, elle, établit un blocus du port à l'est de la cité. Il n'y a qu'un passage venant de l'ouest qui permettrait à Lucullus de parvenir à lui, et il y a donc placé sa garde personnelle et ses phalanges d'hoplites lourds pour barrer la route. Cependant, souvenez-vous du commandant romain allié de Mithridate. Eh ben, devinez quoi? Il est mort et la rébellion a été écrasée. Autant vous dire que les conseillers qu'il avait envoyés auprès de la cour pontique songent à rétablir leur position au sein de l'élite romaine. Et ils entament alors leur propre petite mission de désinformation auprès du stratège pontique, en lui promettant par exemple que les 2/3 de l'armée de Lucullus seraient sur le point de déserter, ce qui est totalement faux, et qu'il peut donc concentrer ses forces contre la cité. Mithridate se laisse convaincre et rappelle sa garde royale et son élite pour préparer son assaut sur la ville. Et les Romains, à l'affût, entament leur avancée et se placent rapidement sur les collines et monts environnants, installant des places fortes. L'armée pontique est piégée, coupée de ravitaillements aisés par voie terrestre. Mais Mithridate, aux grandes dames des villes conseillées, ne s'avoue pas vaincu. Il a une réputation à garder et encore des cartes en main. Il continue d'être ravitaillé par voie maritime et possède encore un léger avantage numérique. Le siège est maintenu. Les murailles faisant face à son armée sont cependant bien fortifiées. Mithridate n'est pas qu'un bon roi, il est également connu pour être un stratège ingénieux. Et il met au point un plan d'attaque un petit peu spécial, vous allez voir. 3000 prisonniers romains sont embarqués sur des bateaux et envoyés au plus près des remparts côtières. Les défenseurs des murs, surpris, ne ripostent pas, ne voulant pas blesser leurs concitoyens. Et c'est à ce moment-là qu'une immense tour de siège est érigée à cheval sur 2 navires. Et en plus de ça, d'immenses passerelles sont déployées d'autres bateaux et viennent s'accrocher sur le haut des murs. Cette attaque surprise sur le mur le moins défendu est un véritable coup de maître, qui permet aux épéistes pontiques de passer par-dessus les murailles et d'entrer dans la cité. La garnison est complètement surprise, et le succès pontique est entamé. Les soldats s'infiltrent dans les rues, et les combats commencent jusque dans le centre-ville. Mais il est difficile d'acheminer des renforts via ces constructions juchées sur des navires et peu stables. Et Mithridate ne parviendra donc pas à profiter de cette percée. Les réserves romaines repoussent les combattants grecs dans les rues du centre-ville. Pour tenter de profiter du chaos, un assaut est lancé depuis la terre, via de lourdes tours de siège. Les combats sont très violents, et les Romains sont malmenés mais tiennent bon. Ce n'est pas moins de 3 assauts qui sont repoussés en une seule journée sur les murs. Finalement, une partie de la muraille cède, et l'armée pontique s'engouffre. Mais les défenseurs érigent des barricades dans les rues, et tiennent bon sur le pavé du centre, qui sont vermeils à la tombée de la nuit. Ces assauts ont failli réussir, mais ont été cher payés, et le sort s'acharne sur les Grecs. Une immense tempête vient détruire les tours de siège. Mithridate commence à douter. Il sent le vent tourner et veut préserver sa cavalerie, peu utile dans ce siège,
et décide de la retirer également pour économiser les denrées alimentaires qui se raréfient. Mais les Romains étaient en embuscade sur les monts, et ce n'est pas moins de 2000 cavaliers qui chargent, tels des Rohirrim, l'arrière du corps pontique pendant sa traversée de la rivière. Tous sont tués ou capturés. Décembre de l'année 73 avant Jésus-Christ. Voilà maintenant que l'hiver arrive. Les Grecs meurent petit à petit du manque de nourriture et des maladies, entassés dans des campements dressés devant la ville. Voyant cela, et manquant également de vivres, les assiégés effectuent régulièrement des sorties violentes, des actions commando, des petits massacres sont même effectués dans certains camps. Tout cela mine le moral des assiégeants, c'en est trop. Cela convainc Mithridate qu'il a raté son coup, et il décide de fuir avec sa flotte, et ordonne à son armée de le rejoindre en suivant la côte. Sur le chemin du retour, malheureusement, ils sont harcelés et réduits encore de moitié au niveau de la même rivière. Les Romains le poursuivent, et Mithridate doit se réfugier en Arménie, abandonnant son royaume qui tombe cité après cité aux mains de Lucullus, dont Sinope, la capitale. En 71 avant Jésus-Christ, la plupart de l'Anatolie est sous contrôle romain. Et d'ailleurs, le stratège Lucullus conclut un pacte avec le fils de Mithridate et roi du Bosphore, Macarès, qui devient alors un état client de Rome, et tente ensuite de faire de même avec Tigrane, le roi d'Arménie. Mais ce dernier reste fidèle à son père et refuse de le livrer. À cette époque, le royaume d'Arménie est très puissant et s'étend jusqu'en Syrie et en Iran. Lucullus décide donc de rester prudent. Il prend une année entière pour pacifier et préparer l'organisation de la nouvelle province romaine d'Anatolie. Il en profite également pour réorganiser et renforcer son armée. Et il marche enfin en 69 avant Jésus-Christ sur l'Arménie, décidé à en finir avec cette coalition de l'Est. Il emporte avec lui pas moins de 35 000 fantassins et 10 000 cavaliers. De son côté, Tigrane en a aussi profité pour préparer ses troupes. Plus de 80 000 soldats sont sous ses ordres et n'attendent qu'une chose, la bataille décisive et unique contre Lucullus pour le détruire. Pourtant, Mithridate le conjure de rester prudent et de privilégier la guérilla, les embuscades dans les montagnes et de détruire à petit feu les légions romaines. Mais bon, Lucullus fait vite et arrive devant la capitale, Tigranocerta. Les Romains assiègent la capitale depuis peu, quand Tigrane et son armée arrivent. Immédiatement, les Romains se retirent à l'abri de la rivière Niképoréon, ne voulant pas reproduire l'erreur des Pontiques quelques années plus tôt. L'armée arménienne forme alors son front, avec un corps de phalanges au centre, protégé sur les flancs par des épéistes orientaux. À l'avant, les redoutables archers arméniens sont prêts à faire fondre le feu et le sang sur les rangs adverses. La cavalerie très lourde, les formidables cataphractes, sont eux placés sur l'aile droite, tandis que la cavalerie légère est placée sur la gauche. Nous pouvons imaginer la sueur froide de Lucullus, qui voit alors cette immense armée devant lui se dessiner en hauteur. Il décide de son côté de former son corps d'armée en une seule ligne, pour éviter d'être englobé sur les flancs. Ses légionnaires tiennent le centre, tandis que les alliés grecs tiennent les flancs avec la cavalerie. Très hétérogène, des alliés, des cavaliers romains, des numides, enfin bref. Un petit peu toute la troupe de la Méditerranée. Et à l'avant, un groupe d'escarmoucheurs bithyniens servira de chair à canon. Initialement, Lucullus veut lancer une charge frontale, pour surtout ne pas laisser le temps aux archers arméniens de détruire son armée à distance. Mais au dernier moment, il rappelle ses hommes. Il va tenter quelque chose. Au final, il révise son jugement. Les cataphractes sont pour lui un plus grand danger encore. Et il envoie alors sa cavalerie, plutôt légère, à la rencontre de ses ennemis. Mais avec un ordre. Se replier doucement à la moindre approche des Arméniens. Le but est de les attirer sans les distancer. Cette feinte distrait Tigrane et permet à Lucullus de personnellement mener 2 manipules de légionnaires vétérans
derrière la ville et de déboucher à l'arrière du flanc droit adverse, sur une formidable position en hauteur. De là-haut, le commandant romain remarque la relative indiscipline de l'armée arménienne qui a brisé sa formation pour poursuivre les Romains. Chacun veut sa part du gâteau. Et c'est à ce moment-là qu'il décide que le tournant de la bataille doit être joué. Il charge en descendant la colline sur l'arrière de Cataphracte. Ces derniers sont complètement surpris et ils tentent d'échapper au combat. Mais visiblement le dégât collatéral est un sport national dans ces armées. Ils traversent leur propre ligne et je vous assure qu'un cavalier avec son cheval complètement recouvert d'armure, ça fait pas du bien. Les lignes sont brisées, de nombreux fantassins meurent et les Romains profitent de la panique pour enfoncer le clou. Tigrane parvient à s'échapper avec son père, mais perd sa grande armée sur le terrain. Les pertes sont aujourd'hui discutées, mais celles des Romains restent très faibles comparées à celles des Arméniens. De plus, la capitale capitule juste après. Par la suite, la campagne se poursuit, et un an plus tard, les Romains gagnent une nouvelle bataille face à ce qu'il reste de l'armée épuisée arménienne à Artaxata. Mithridate tente ensuite de récupérer son royaume en provoquant un soulèvement, mais tout cela est très éphémère. Lucullus est remplacé par Gnaeus Pompée en 66 avant Jésus-Christ. Et à l'aide d'une alliance avec les Parthes, il défait l'Arménie définitivement et chasse Mithridate pour de bon du pont. La suite, vous la connaissez si vous avez vu ma vidéo sur l'histoire du royaume. Mithridate va finir de manière bien triste au nord après la trahison de son fils. Les guerres entre Rome et le Pont continueront avec Pharnace II, le petit dernier, et César. Mais cela, c'est une autre histoire que nous verrons peut-être un jour en vidéo. Sur ce, j'espère que vous avez aimé ce format parlant de la dernière guerre mithridatique et ses présentations de batailles épiques. Sur ce, moi je vous retrouve la prochaine fois pour un petit peu plus d'histoire, et en attendant, que cette dernière soit avec vous.